Grève ou pas en milieu hospitalier, les positions divergent. Dans ce journal, les syndicats du secteur de la santé rendent perceptible la mésentente qui prévaut dans leur environnement professionnel. Ce qui est sûr, les points de vue de chacun seront connus dans quelques instants. Doit-on craindre le pire avec le retour de Dame Pluie? L'échangeur du lycée Paul Linjinjengonju, cet édifice construit dans les années 70, crie au secours car un creux béant menace de détruire l'infrastructure. Anthony Obam représentera le Gabon aux Jeux Olympiques de Tokyo. C'est à l'issue de sa qualification à Rabat au Maroc. Il tentera cette fois de décrocher la médaille d'or. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première, un journal à forte tonalité santé. Tout d'abord, ce mouvement de grève lancé ce matin au centre médical de Nzengayon dans le 6e arrondissement de Libreville par la coalition des syndicats du secteur santé. Le mouvement fait suite à leur déclaration du 22 février dernier. Plus de détails avec Jean-Raoul Badinga et Richard Moubiwa. C'est après le communiqué d'annonce à l'entrée en grève du secteur santé le 22 février dernier que la coalition des syndicats du ministère, composée de l'UPSA, du SINAS, du SINASA, du SINA-MOMPS, met la menace à exécution. Il était question de regarder, de voir le constat sur le terrain des structures qui ont été suffisamment informées et regarder comment le personnel s'y prend. Et nous sommes allés au constat qu'il y a bien des structures qui attendaient que nous affichions le service minimum et d'autres étant suffisamment informés, ont pu souscrire à la logique de la grève qui voudrait à ce que le gouvernement porte une attention particulière aux personnes de santé et que notre dignité soit restaurée du fait que nous serons dans un secteur sensible et névralgique. C'est un secteur névralgique avec une main-d'œuvre importante qui réclame le paiement de la PIP, mettant le gouvernement sur le reculoir avec un service minimum assuré. Sans PIP, dès demain, vous le constaterez comme aujourd'hui, que les personnels de santé ont bien accroché les blouses, ce qui est le cas évident de Mélène. Et à partir de demain, si le gouvernement ne répond pas, nous allons également moduler le service minimum pour que ça soit un peu plus corsé et que celui qui a l'autorité de décider, décide. Les syndicats ont fait le tour des premières structures médicales à la rencontre du personnel, expliquer les causes d'une telle action qui ne sera sans conséquence en cas de durcissement. De son côté, l'Union des syndicats de l'administration publique, parapublique et privée dit, elle, ne pas être en grève. Au cours d'un point de presse, la coalition a donné ses raisons. Andy Tungi, Bertin Osaga pour le reportage. Nous ne sommes pas en grève. Il n'est pas question d'observer la grève, martelait Serge Mikala, par ailleurs vice-président de l'Union des syndicats de l'administration publique, parapublique et privée USAP. Nous n'avons pas à rougir, à dire aux gens, nous ne sommes pas en grève, nous poursuivons la négociation et nous demandons au personnel de vaquer aux occupations, de prendre en charge les patients. Pour l'heure, il n'est pas question de bloquer la machine. Parce que vous voyez, nous avons le coronavirus. Imaginez des hôpitaux fermés au moment où les autres se soudent, au moment où les autres mettent les stratégies pour faire face à cette épidémie au cas où on venait à déclarer un cas. Au CHU de Libreville, les hommes en blouse blanche sont chacun à leur poste et tentent d'apporter un soulagement aux patients du jour. Avec vous, nous pensons aussi que vous devez nous aider à faire comprendre la nécessité pour les travailleurs de poursuivre d'abord cette action. Au moment où nous sentirons impuissants de pouvoir négocier, ce sont des relations synalagmatiques, donc à tout moment, on peut rompre. Chaque partie va s'engager à faire ce qui lui reviendra. Pour l'instant, nous ne voyons pas l'opportunité de nous irriter, de nous séparer et de ne pas pouvoir poursuivre le dialogue. Le vice-président de l'USAP a également interpellé ses camarades syndicalistes à faire preuve de patriotisme, car pour lui, la seule alternative reste et demeure le dialogue. Car nous savons aussi que le problème... Toujours en santé, les activités du SAMU social gabonais se poursuivent. La structure se déploie depuis quelque temps vers l'intérieur du pays pour apporter des soins médicaux aux personnes démunies. Quel bilan peut-on retenir des activités de cette structure étatique près de 2 mois après le début de la nouvelle année 2020? Cabrel Guillain, Lemami et Hervé Nzigué nous font le point. Plusieurs personnes en situation de détresse au Gabon continuent de bénéficier des soins gratuits grâce au SAMU social gabonais qui étend de jour en jour son champ d'action de solidarité.
Récemment, ce sont les populations des villes de Libreville, Port-Gentil, Franceville, Oyem, Mwanda et Bifone qui ont bénéficié des actions sanitaires et sociales du SAMU social gabonais. C'est donc ici l'occasion pour le coordonnateur général de la structure de faire le point des activités menées sur le terrain. Depuis le 1er janvier, nous sommes à 21 000 personnes prises en charge, documentées, qui ont eu des médicaments gratuits. Pour les femmes, elles ont eu des échographies, pour certains hommes aussi, l'ECG, le laboratoire gratuit. Ces 21 000 personnes soignées depuis janvier, ça veut dire qu'on ne sera pas très loin des chiffres qu'on a toujours réalisés par an, puisqu'on est toujours autour de 160 000 personnes. Ce résultat témoigne de la volonté de toute une équipe du SAMU qui ne ménage aucun effort pour être au service des Gabonais démunis et de l'engagement de l'État qui accompagne financièrement et techniquement la structure qui vient d'acquérir des véhicules 4x4 pour pouvoir se déplacer vers les localités d'accès difficiles du pays. Désormais d'ailleurs nous allons faire plus puisque nous avons des moyens de locomotion en termes d'ambulance 4x4 qui sont ultra insuffisants, mais entre un peu et rien du tout, on peut avoir un peu, ce qui va nous permettre très prochainement d'aller à Tchibanga, d'aller à Makokou, en concertation avec tous, d'aller dans les localités très éloignées, à Meyokie. Il faut souligner que les missions médico-humanitaires se déroulent en dehors des activités régaliennes du SAMU social gabonais. Perçu comme un outil de réduction de la pauvreté, le SAMU social gabonais reste encore un peu mal connu du grand public, notamment en ce qui concerne son fonctionnement. Dans ce reportage réalisé par Cabrel Guilain-Lemami et Hervé Nzigué, nous allons découvrir qui accompagne le SAMU et comment la structure fait-elle pour se doter en médicaments et vêtements destinés aux personnes vulnérables. Suivant. Créé en 2017, grâce à la volonté des plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le président de la République Ali Bongo Ondimba, le SAMU social gabonais bénéficie de l'aide du SAMU international. Celui-ci se déploie tant bien que mal à doter la structure en médicaments et autres équipements médicaux, non sans compter parfois des vêtements destinés aux personnes nécessiteuses. À partir du moment où vous avez les hommes pour faire tout le reste, les médicaments que l'Européen, l'Occidental, l'Allemand, l'Américain donne, il donne parce qu'il sait que vous faites les choses réellement. Tout est vu. On a vu d'inspection des firmes occidentales qui est du SAMU social et qui sont subjuguées par ce que nous faisons. Le budget de fonctionnement, quant à lui, est à la charge du gouvernement gabonais. La structure qui a lancé ses activités avec un budget résiduel a vu, grâce à la volonté de l'État, ce budget augmenter. Toute chose qui témoigne de la volonté des autorités du pays à lutter contre la précarité et à permettre que l'État, en matière de santé, soit toujours plus proche des populations. Pour que les Occidentaux accompagnent un projet, il faut d'abord un gros sérieux national. C'est un projet tenu par les Gabonais pour les Gabonais, uniquement et strictement. Et c'est eux qui font depuis 3 ans, qui soignent ces milliers de personnes matin, midi, soir et partout dans les coins du pays gratuitement. C'est donc la cassure sociale et les carences au sein des populations démunies qui ont amené les autorités à signer le 13 juin 2017 une convention de partenariat avec le SAMU international pour mettre en place le SAMU social gabonais. Cet outil se démarque des autres et fait de plus en plus parler de lui de par sa mission qui est celle d'apporter une assistance aux populations en difficulté. Et pendant ce temps, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, poursuit les sensibilisations contre le coronavirus. Max Limokou, ministre en charge de la Santé, vient de prendre part à une réunion d'urgence à Addis Abeba, en Éthiopie. Il s'agit pour toutes les parties prenantes de discuter des actions qui permettent de protéger le continent africain. Le point, c'est avec notre envoyé spécial, Andy Tungi. Le docteur Max Limokou prend part à cette réunion ministérielle d'urgence organisée par le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies. Il s'agit d'une rencontre de haut niveau dont l'objectif principal est le partage des connaissances et des informations sur l'éclosion du Covid-19. Plusieurs pays membres de l'Union africaine prennent part aux échanges d'Addis Abeba pour définir une stratégie commune pour mieux se préparer et répondre à tout cas éventuel du virus sur le continent. Notre continent est relativement épargné de ce fléau. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps, mesdames et messieurs? Dieu seul le sait. Nous devons mettre à profit ce temps qui nous est favorable pour organiser notre défense et notre riposte face à cette maladie. Le Gabon, grâce au Centre international de recherche médicale de Franceville, fait partie aujourd'hui des pays ayant mis en place
un dispositif de contrôle pour identifier les potentiels cas de malades du Covid-19 selon l'OMS. Retour au Gabon, mais nous restons dans le même registre, c'est-à-dire santé. Après l'Organisation mondiale de la santé, la gouverneure du district 91-50 s'est entretenue ce matin avec le représentant résident de l'UNICEF au Gabon. Les questions liées à la jeunesse dans les domaines de la santé et l'éducation étaient au centre de cet entretien. Le reportage est signé Guifrey Nombian et Prestine Ngwa-Eman. Porté sur les questions de l'accès à l'éducation, aux soins sanitaires et les droits de l'enfant, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance est un partenaire privilégié du Rotary International avec qui il est investi dans la lutte contre la polio. Au cours de cette séance de travail, la violence en milieu scolaire est la principale préoccupation. Ce que nous espérons beaucoup du Rotary, c'est de un peu faire de l'éducation et de la prévention, et de parler aux gens. Grâce à leur réseau, nous espérons vraiment qu'ils pourraient un peu expliquer le phénomène et aussi parler aux parents et aux enfants directement. Avec un taux de scolarisation estimé à plus de 90% selon les données de l'UNICEF, un engagement des clubs du Rotary s'impose pour freiner, voire stopper la violence en milieu scolaire. Le fait que nous ayons pu échanger et obtenir du représentant autant d'informations permettra aux clubs ici présents de prendre acte et d'agir un peu différemment. C'est-à-dire au lieu de se limiter à la vaccination polio, on va rentrer dans d'autres domaines qui sont les nôtres. L'éducation, puisque l'alphabétisation c'est un des axes stratégiques du Rotary International, tout comme la santé. Donc on verra comment améliorer et revoir les actions que nous pourrons faire au bénéfice de la jeunesse. Vous savez que la jeunesse c'est l'avenir de nos pays et nous avons intérêt à prendre à bras le corps ces problèmes très tôt et notamment ceux de la violence qui a été évoqué. Un défi qui fait appel à la restructuration des actions du Rotary International au Gabon. Économie, parlons-en avec le Gabon en opération de charme aux États-Unis dans la ville de Houston. Le ministre du pétrole, des hydrocarbures et des mines, Vincent de Paul Massassa, doit avoir des entretiens avec des hommes d'affaires américains. Le membre du gouvernement doit susciter l'intérêt chez les investisseurs pour les blocs pétroliers mis aux enchères par l'État gabonais. Lariska Lormamengi nous donne plus de détails. Aux États-Unis, depuis le 23 février, Vincent de Paul Massassa conduit une délégation de techniciens dans la ville pétrolière de Houston à la rencontre d'hommes d'affaires américains pour la promotion des bassins sédimentaires gabonais en présentant devant un panel d'investisseurs les 35 blocs du 12e appel d'offres mis aux enchères. Il est prévu pendant ce séjour une série de rencontres avec pour objectif l'achat par des opérateurs du secteur pétrolier des parcelles d'exploration et d'exploitation situé au large des côtes gabonaises. Le ministre du pétrole, du gaz, des hydrocarbures et des mines, Vincent de Paul Massassa, se rendra au cours de son séjour au pays de l'oncle Sam, à l'université de Houston, qui a contribué de manière significative aux travaux de révision du nouveau code des hydrocarbures promulgué par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Et puis, retour à Libreville, on s'intéresse à la question des infrastructures routières. Sous l'échangeur du lycée Paul Linjenjengonjo, un trou béant s'est formé juste à côté des poutres qui soutiennent l'édifice construit dans les années 70. Avec le retour des pluies qui s'annonce, peut-on craindre une évolution pouvant entraîner le pire? La réponse est dans cet élément de Rita Abogondong et de Michel John Boudégan. Si vous êtes récemment passé sous l'échangeur du lycée Paul Injinjingunju, vous l'avez certainement constaté comme nous. Un fossé qui s'agrandit chaque jour davantage, en témoignent ces fissures que l'on peut constater ça et là. La situation nous amène à nous interroger sur l'impact que pourrait avoir cette ouverture sur la route ainsi que sur le trafic routier. À l'orée des pluies qui approchent, ce qui aujourd'hui paraît insignifiant pourrait à la longue prendre toute autre ampleur. Autre constat, les garde-fous censés assurer la sécurité sont en mauvais état et même inexistants à certains endroits. Voilà qui remet au goût du jour la problématique de l'entretien des voiries à Libreville, d'autant plus que cette infrastructure date des années 70. Elle mériterait bien une attention particulière.
La situation du chemin de fer du Trans-Gabonais, elle aussi, préoccupe avec les déraillements enregistrés ces derniers temps. Pour pallier ces difficultés, le ministre de tutelle, Léon Armel Bounda Balondi, s'est entretenu avec une délégation de la CETRA conduite par le président du conseil d'administration. Les deux parties ont convenu d'un certain nombre de décisions sur la bonne marche du Trans-Gabonais. Arnaud Mbabokon, Victor Mundunga nous font le compte-rendu. Accueil chaleureux au cabinet du ministre suivi d'une séance de travail, le patron des transports et des infrastructures et le président du conseil d'administration de la CETRAG se sont entretenus sur la situation du chemin de fer transgabonais. On travaille sur ce plan-là pour les fonctions que vous savez, là, ils veulent revoir aussi le renforcement des équipes de santé et sécurité. Et les ministres ont mis ce comité de pilotage ensemble pour qu'on puisse présenter, discuter, prendre des actions assez rapides pour améliorer la partie de cette sécurité sous le voie. D'un commun accord en vue de soutenir, voire renforcer le partenariat entre l'État et la CETRAG, des mesures urgentes ont été mises en place. Nous avons arrêté de mettre en place un comité de pilotage qui sera chargé de nous produire un plan d'action pour répondre rapidement à toutes les questions posées par les hautes autorités, à savoir, est-ce qu'avec l'état actuel du rail, nous pouvons soutenir la croissance? Premièrement, nous allons évaluer les volumes de matières premières et d'autres produits à évacuer et derrière, asseoir un plan d'action cohérent pour montrer effectivement que nous pouvons ou pas en l'état actuel soutenir cette croissance par l'évacuation de nos matières premières. Et rapidement, l'équipe est en place pour apporter des réponses au gouvernement dans les jours qui suivent. Léon Armel Bounda Balondi a par ailleurs insisté sur le contrôle afin d'assurer la qualité des travaux. Il a à cet effet soulevé la question du CCTP, cahier des clauses particulières et techniques pour la pérennité de nos ouvrages, avant d'aborder la problématique de l'augmentation du nombre d'opérateurs sur l'activité du rail. Nous restons au cabinet de travail du ministre des Transports. Après la séance de travail avec le président du conseil d'administration de CETRAG, le patron du département transport a accordé une audience à l'ambassadeur du Liban au Gabon. Les deux personnalités ont abordé des questions liées à l'arrivée d'une délégation multisectorielle d'hommes d'affaires et d'entrepreneurs libanais dans notre pays. On retrouve Arnaud Mbabokoum, mais cette fois sur les images de Thierry Aldo au Mandaka. C'est un agenda particulièrement chargé pour Léon Armel Bounda Balondi. Le ministre des Infrastructures a reçu l'ambassadeur du Liban au Gabon. Les termes de l'échange portaient sur l'arrivée en terre gabonaise d'une délégation multisectorielle d'hommes d'affaires et entrepreneurs libanais. L'ambassadeur du Liban au Gabon a présenté aux membres du gouvernement les tenants et les aboutissants économiques de cette visite. Je suis venue voir Monsieur le ministre aujourd'hui pour parler de l'arrivée imminente d'une délégation multisectorielle d'industriels et d'hommes d'affaires libanais et des entreprises dans l'infrastructure qui s'intéressent beaucoup aux projets qui sont en cours au Gabon, qui s'intéressent à accompagner le Gabon dans le développement de ces infrastructures qui y auront comme but un bon accompagnement quand on a des réseaux, quand on parle des réseaux routiers, quand on parle des réseaux de canalisation. Alors ce sont plusieurs thèmes qu'on a abordés et ça reste à voir maintenant les échanges qui auront lieu entre ces entreprises qui viendront et les autorités compétentes du Gabon. Le Gabon et le Liban, qui entretient des bonnes relations de coopération économique, entendent resserrer ces liens. L'arrivée de cette délégation d'hommes d'affaires et entrepreneurs libanais vise non seulement à accompagner les Libanais, déjà installés au Gabon depuis près d'un demi-siècle, mais surtout à apporter une contribution significative à la diversification de notre économie. Retour ce soir sur la situation des ex-agents de Gabon Post. La rédaction s'interroge sur la période arrêtée par les autorités compétentes pour donner une suite aux réclamations. La question reste entière car depuis le règlement partiel, 6 mois sur les 12 arrêtés par le plan social en 2011, on assiste à un statu quo. Bénin Bekita et Jean de Dieu Mambundo mènent l'enquête pour nous. Le dossier sur la gestion du plan social des ex-agents de Gabon Post refait surface, avec en toile de fond le paiement du reliquat des droits légaux et autres indemnités. Nous entamons en 2011 un processus de non-paiement du plan social tel qu'il avait été arrêté dans
les dispositions, notamment l'arrêté 0044 qui permettait au chef d'État que les policiers soient accompagnés. Mais les ateliers qui auraient dû être mis en place n'ont pas été mis en place par les membres du comité. Nous passons outre les turpitudes qui ont entouré cette histoire. Le problème, c'est de nous dire on avait payé 6 mois et là il restait 6 mois à payer. Les 6 mois à payer, voilà, nous allons vous les donner telle et telle période. Où sont passés le reste des 15 et des 16 milliards? Nous estimons que c'est dans le compte attente du comité. Occasion pour le secrétaire général d'apprécier le chemin parcouru. Leur intervention suite aux instructions du chef de l'État ont permis de recadrer le comité de liquidation. Remerciement aussi à la personne du chef de l'État qui a bien voulu exhumer ce dossier. Les différents gouvernements qui se sont succédés. Madame la présidente de la Cour constitutionnelle qui a permis de soulager certains de nos collègues qui avaient des dettes bancaires. Le collectif des ex-agents et contractuels de Gabon Post entend épuiser toutes les procédures pouvant faciliter le paiement du dit reliquat. Et en bref, sachez que plusieurs agents SEOG d'OIM de la direction régionale Nord ayant totalisé 35 ans d'ancienneté ont reçu des médailles des mains d'Alain Patrick Kouma, directeur général de cette société. Et c'était en présence du directeur général adjoint et du président du conseil d'administration. Étaient également présents le maire d'OIM, le préfet du Wellington et le directeur provincial du travail. Nous y reviendrons plus amplement au cours de nos prochaines éditions d'Information. Un mot éducation. Nous allons à Moabi, dans la province de l'Anyanga, au lycée Édouard Mousseau. La coopérative du dit lycée vient de construire un foyer pour les élèves de cet établissement. L'objectif est d'éviter d'être exposés à toutes sortes de violences. Le point, c'est avec Gildas Biviga, notre correspondant. L'ouverture de ce foyer a pour objectif d'empêcher les élèves de se rendre hors de l'établissement afin qu'ils ne soient pas victimes de toutes sortes de violences, a indiqué le secrétaire général de la coopérative de cet établissement secondaire. Le foyer a pour but de lutter, on peut dire, contre la violence en milieu scolaire, parce que plus les élèves se réunissent ensemble pour manger, plus ils développent ce que l'on appelle l'unité. Et l'unité, c'est l'unité qui fait la force, et cette unité les permet, ou encore nous permet, parce que je suis aussi élève, n'est-ce pas, d'être un avec tout le monde de manière à enlever ou encore ne pas comprendre, connaître au milieu de nous ce que l'on entend par la violence en milieu scolaire. Bonbons, biscuits et tout ce qui peut satisfaire le corps humain a été mis à la disposition des consommateurs de l'établissement, sous le regard des surveillants et professeurs qui chaque matin contrôlent les produits que consomment les élèves. L'ouverture de ce foyer fait en sorte que nous, en tant qu'enseignants et membres administratifs, venons également pour surveiller, sinon vérifier ce que consomment nos élèves, nos enfants, en termes de nourriture, en termes de sandwich et tout le reste, et en termes de boissons également. Donc nous vérifions tous les matins pour ne pas qu'il y ait d'autres mélanges. Une initiative qui devait servir d'exemple car elle protège l'apprenant contre les dangers alimentaires et surtout les amène à cultiver. On reste dans la province de l'Anyanga et on parle politique. Le membre du bureau politique PDG, Alexis Boutombambina, vient d'entretenir la base militante du premier canton de Mougoti au village Ilala. Parmi les points évoqués, le récent séminaire de renforcement de capacité des militants et les préparatifs de la célébration du 52e anniversaire du PDG dans le premier canton de Mougoti. On fait le point avec Rodolphe Mukambimbouma et Rodolphe Eyelemve. Ces retrouvailles, le membre du bureau politique PDG du premier canton de Mougoti, Alexis Boutombambina, les a voulu conviviales. Une rencontre qui intervient quelques jours après le séminaire de renforcement de capacité de la base militante. Le 8 février dernier, j'ai eu l'honneur de superviser dans ce village les travaux des réunions fédérales d'appropriation et de réappropriation du lexique et des valeurs du Parti démocratique gabonais dans le cadre du renforcement des capacités managériales et de l'affermissement du militantisme des responsables de l'encadrement des structures de base du Parti démocratique gabonais. Le député PDG du deuxième siège du premier canton de Mougoti veut également resserrer les rangs. Il souhaite que la prochaine célébration de l'anniversaire du Parti démocratique gabonais soit une réussite dans la fédération du Ségoussou placée sous sa tutelle.
Aujourd'hui, c'est une détente militante. Des heures de détente à Ilala. C'est ce que j'ai voulu. Le 12 mars 2020, je suis venu que nous préparions cela, que nous démontrons aux camarades que 2020, c'est une année de joie. Pour cette sortie politique qualifiée de détente militante, le membre du bureau politique Alexis Boutamba Mbina était accompagné de plusieurs cadres locaux de cette formation politique, notamment le provincial et le départemental, ainsi que plusieurs responsables des structures de base et ceux venus des autres fédérations du département de Mougouti. Et on en vient à la rencontre des femmes de l'UFPDG de la province de l'Estuaire. Elle a pour objectif cette rencontre de faire adhérer la majorité de la gente féminine aux idéaux du Parti démocratique gabonais. L'économie de la rencontre avec Betty Andjembe et Cédric Zé-Endon. Les femmes de l'UFPDG de la province de l'Estuaire, installées il y a 2 ans à la tête de cette fédération, sont réunies ici pour célébrer non seulement ce 2e anniversaire, mais aussi et surtout trouver des stratégies afin de faire adhérer plus de femmes aux idéaux du Parti démocratique gabonais. Les liens que nous créons autour de nos retrouvailles nous paraissent très indispensables, dans la mesure où ils sont source d'unité, de fraternité et de raffermissement de notre militantisme. Ils ne visent pas seulement les membres du secrétariat provincial, mais aussi l'ensemble des délégués UF de toutes les fédérations de notre province. Nous leur adressons nos chaleureux encouragements et les invitons à redoubler d'ardeur au moment de préparer les échéances politiques à venir. Ces femmes, qui se veulent dynamiques, ont entamé depuis le mois de septembre 2019 une tournée de sensibilisation et de vulgarisation des filières de formation dispensées à la Maison de la Femme, comptant pour la formation tous azimuts. Cette caravane lancée dans la commune d'Akanda a été initiée par la camarade membre du bureau national, Rêve Njana Mombo, épouse Ontia, assistée de la communale de Libreville, Hortense C-Vieux. Elle s'est poursuivie dans les communes de Libreville et Ovendo. Au regard électoral qui pointe à l'horizon, l'heure est à présent au travail en vue de maintenir l'unité au sein de l'UFPDG. Notez dans vos agendas que le président du Conseil national de la démocratie porte à la connaissance des responsables des partis politiques légalement reconnus que l'Assemblée plénière est convoquée en session ordinaire à partir du mardi 25 février 2020, c'est-à-dire demain, à partir de 8h30 dans la salle des conférences de l'hôtel Palme d'Or, en face de l'université Omar Bongo. Il est rappelé aux différents responsables des partis politiques ayant proposé des thèmes de bien vouloir préparer l'exposé des motifs pour soutenir leur communication ainsi que les projets de résolution ou d'avis. Les travaux se poursuivront au siège du CND jusqu'au 3 mars 2020, date de clôture. Du sport avant la fin de cette édition d'information. Sachez que le Gabonais Anthony Obam se qualifie à Rabat au Maroc pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo 2020. Le vice-champion olympique tentera cette fois de décrocher la médaille d'or. Le point, c'est avec Ruth Mignolet. Médaillé d'argent lors des Jeux Olympiques 2012, l'athlète gabonais de taekwondo Anthony Obam s'est qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 à Rabat au Maroc à l'occasion du tournoi qualificatif de taekwondo. E mondial, Anthony Obam s'est qualifié grâce à sa victoire en finale face au Nigérien Benjamin Okomos. 111e mondial dans la catégorie des plus de 87 kilos, vice-champion olympique de Londres 2012, unique médaillé historique pour le Gabon, Anthony Obam a été également champion du monde et champion d'Afrique dans les catégories poids lourds. Ne zappez pas dans vos programmes de ce soir Chronique sociale. C'est un rendez-vous consacré au regard de notre société. Ce sera à 22h55 avec Templar et Ban Abesel. Naturellement, c'est sur Gabon Première. Voilà, c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur Gabon Première, 23h. Marie-Chantal Ndong se fera le plaisir de vous informer. Quant à moi, je vous dis à demain lorsque ce sera 20h, s'il plaît à Dieu.